Bonsoir, un seul titre dans l'actualité ce soir, la disparition d'un Airbus d'Air France dans l'Atlantique Sud avec 228 personnes à bord. On pourrait aujourd'hui l'appeler le tragique vol de la Discorde. Tant le procès, toujours en cours, 14 ans après le drame, a mis et met aujourd'hui encore en lumière les discordes qui ont très tôt surgi entre les trois personnels formant l'équipage, la compagnie aérienne nationale Air France et le constructeur de l'avion Airbus. C'est, hélas, oublier un peu vite la douleur des familles, des 228 victimes de cet accident aérien, le plus grave de l'histoire aéronautique française. Alors, pour tenter de mieux comprendre ce qui a pu se passer, revenons sur les faits, rien que les faits, tels qu'ils sont survenus cette nuit-là, car le vol Air France AF447 était un vol de nuit. Nous sommes le 1er juin 2009. C'est le lundi de Pentecôte et le temps est très beau. Depuis quelques heures déjà, l'inquiétude a gagné les responsables de l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle, d'Air France et de l'aviation civile. À toutes les personnes attendant l'arrivée du vol Air France 447 en provenance de Rio, de bien vouloir se présenter au comptoir d'information Air France. En effet, alors qu'il était attendu dans la matinée à Roissy-Charles de Gaulle, le vol d'Air France 447 Rio-Paris, opéré par un Airbus A330-200, immatriculé FGZCP, de la compagnie nationale ne répond plus. L'avion est quasi neuf, puisqu'il a été réceptionné par Air France, sortant d'usine le 25 février 2005. Il comptabilisait ce soir-là 18 870 heures de vol, ce qui est peu. Le dernier contrôle technique d'envergure, en dehors des inspections de routine, remonte, lui, au 16 avril 2009. C'est un vol régulier, opéré plusieurs fois par semaine entre l'aéroport international Antonio Carlos Jobim de Rio de Janeiro, au Brésil, et Roissy-Charles de Gaulle en France. À bord se trouvent 228 personnes, dont 12 membres d'équipage. Il est presque plein, au vu de sa capacité nominale. Selon le plan de vol, il doit décoller du Brésil à 22h30, heure UTC, soit heure GMT plus 2, et est attendu à Paris à 9h10, heure UTC, soit heure GMT plus 2. Le vol doit durer un peu plus de 10 heures. L'altitude fixée est de 35 000 pieds, soit 10 700 mètres. Le ciel est nuageux et les pilotes s'attendent à des turbulences dès que l'avion entrera dans la zone de convergence intertropicale qu'ils doivent traverser. C'est une des difficultés des vols transatlantiques, surtout dans l'hémisphère sud. À bord de l'avion, il y a le commandant de bord, Marc Dubois, un pilote reconnu et très professionnel de la compagnie. Il compte 11 000 heures de vol, dont près de 1700 sur ce type d'appareil. Avec lui, on trouve également 2 copilotes qui se partageront le pilotage durant toute la durée du vol. L'un d'entre eux est Pierre-Cédric Beaune, dont l'épouse Isabelle vole également sur cet avion. Dès le décollage effectué, l'avion va voler en pilotage automatique, IFR, en anglais Instrument Flying Rule. La majorité des avions volant dans l'hémisphère sud cette nuit-là feront un large détour pour éviter la forte zone de turbulence et d'orage amassée sur le parcours. Le vol AF447 fera de même. Mais son contournement sera plus court, en allant vers la gauche de 15 degrés seulement. Une fois arrivés au-dessus de la mer et pour tenter de contourner au mieux la masse nuageuse critique et l'orage qui est devant eux, le copilote modifie légèrement la trajectoire vers la gauche. Il en informe le personnel navigant. Notons qu'à cette heure avancée de la nuit, un grand calme règne dans la cabine de l'avion, où les lumières ont d'ailleurs été tamisées. La plupart des passagers dorment, somnolent ou se reposent.
À 1h35 et 53 secondes, heure UTC soit heure GMT plus 2. L'équipage établit son dernier contact avec le contrôle aérien de Recife, au Brésil. Il dit se trouver à ce moment-là au point tournant Intol et indique sa latitude 32 49 53 ouest et sa longitude 1 21 39 sud, soit exactement à 565 km de Natal au Brésil. Il est au-dessus de l'océan Atlantique. Il est important de noter, à ce stade, qu'ensuite seuls des messages automatiques de maintenance seront transmis via satellite, par l'avion toujours encore en vol. Vers 2 heures, le commandant de bord quitte le cockpit pour aller se reposer, sur une couchette de la cabine de repos de l'équipage. Il a assuré le décollage, puis le premier segment du vol. Jusqu'à ce moment-là, ils sont donc tous les trois présents dans le cockpit. Il laisse les deux copilotes seuls et c'est le plus jeune des deux copilotes en fonction. Il a 32 ans, qui prend les commandes de l'avion. Il devient de fait le responsable du vol et endosse automatiquement la responsabilité du commandant de bord, momentanément absent. À 2h10, heure UTC soit heure GMT plus 2. Le pilotage automatique et l'automanette se désengagent en raison du givrage que connaissent les 3 sondes latérales pitot. Ces sondes, fixées sur les flancs de la cabine à hauteur du cockpit, indiquent notamment la vitesse de l'avion, en permanence. Mais là, la présence de givre fausse les données qui s'affichent sur les écrans de surveillance et désengagement de ce fait les commandes automatiques. L'expertise menée post-catastrophe par le Bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, dont la compétence est mondialement reconnue, permettra ainsi de déterminer avec certitude que la sonde Pitot 1, latérale gauche, enverra des données totalement erronées aux écrans pendant au moins 29 secondes, provoquant un cabrage sec de l'avion opéré par le copilote pour éviter ce qu'il croit être une survitesse. La sonde Pitot 2, latérale droite, n'enregistre du tout plus de données pendant 41 secondes. La sonde Pitot 3, appelée la sonde des secours, restera inactive pendant près d'1 minute, n'envoyant plus non plus de données aux écrans. L'altitude indiquée sur les écrans des chutes très vite de 300 pieds, soit 100 mètres, et sans vitesse indiquée par les sondes. Les calculateurs ne corrigent pas ces erreurs d'altitude. Il en est de même de la pression statique qui n'est plus correctement indiquée à cause de la défaillance des sondes. Dans la même minute, le copilote annonce « J'ai les commandes et agis sur le mini-manche de commande de l'avion ». Il cabre ainsi l'avion tout en contrant un roulis important. Est-ce une réaction inappropriée? Les protocoles de sécurité sont-ils bien respectés? Les deux personnels se trouvant dans le cockpit ont-ils conscience de la situation? L'auraient-ils sous-estimé? À presque 2h10 passées, l'heure UTC, soit heure GMT plus 2, l'alarme de décrochage retentit une première fois pendant 3 secondes. Le premier signal sonore a ainsi pour but d'alerter l'équipage sur une approche du décrochage. Mais à peine 40 secondes plus tard, soit à 2h10 le décrochage effectif de l'avion survient. Le copilote manifeste son incompréhension par ces mots. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sans que cela émeuve, semble-t-il l'autre copilote se trouvant à ses côtés. À 2h10 heure UTC soit heure GMT plus 2, l'alarme de décrochage se déclenche à nouveau. Puis encore une fois à 2h11 heure UTC soit heure GMT plus 2. Il est clair qu'à ce moment précis déjà, l'avion est en train de décrocher, en perdant de l'altitude, mais l'équipage aux commandes ne s'en rend pas vraiment compte. Le copilote qui a les commandes continue de tirer sur le mini-manche, ce qui maintient l'avion en situation de décrochage. On est sans doute là, toujours selon les experts qui ont enquêté, au point critique. Cet instant précis où tout bascule.
Si le copilote ne fait rien, là, dans les 2 ou 3 secondes qui viennent, l'avion est irrémédiablement perdu. 3 secondes plus tard, l'alarme de décrochage de l'avion retentit à nouveau. Là, ce n'est plus une alerte, ce n'est que le décrochage a déjà commencé. Le copilote aux manettes annoncera encore. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. Mais cette alarme a retenti 75 fois en tout, sans que l'équipage ne s'en étonne outre mesure ou ne manifeste quelque chose dans les discussions échangées. Cela reste pour le moins surprenant. Tout cela, bien sûr, apparaîtra dans les enregistrements que livrera la seconde boîte noire, le CVR, autrement dit, le Cockpit Voice Recorder. Mais il faudra du temps pour la retrouver, compliquant encore un peu plus cette enquête. Le vol devient de plus en plus turbulent. Les actions sur le mini-manche de commande sont relativement importantes, notamment le cabrage vers l'arrière. L'appareil prend de l'altitude et atteint 37 925 pieds, soit 11 560 mètres. L'alerte de décrochage retentit toujours, comme si les actions du copilote étaient sans effet. Retenons ici que la montée en altitude, par transfert d'énergie, a fait baisser la vitesse et augmenter involontairement l'incidence de l'avion, pour essayer de maintenir la portance sur les 2 ailes. Mais c'est manifestement insuffisant. À 2h11:32, le copilote qui a les commandes s'exprimait ainsi. « Je n'ai plus les commandes de l'avion. » Le second copilote décide alors de prendre lui-même les commandes et se branche sur lesdites commandes. Mais, par possible mésentente entre eux, ou sans que les choses aient été clairement annoncées, c'est le premier copilote qui, par priorité reprise, continue de manœuvrer, maintenant sans le savoir la position de décrochage sévère. À 2h11:43, heure UTC soit heure GMT plus 2, le commandant de bord revient d'urgence et se rappelle du 3e pilote, dans le cockpit où il occupe le 3e siège, en position légèrement décalée par rapport aux 2 sièges de manœuvre occupés par les 2 copilotes qui laissent aux manettes. Au moment de revenir, avait-il senti de lui-même qu'il se passait quelque chose d'anormal ou au moins d'inhabituel ? Lui seul possède à jamais la réponse, car on sait avec certitude qu'il n'a pas communiqué avec les 2 copilotes. Peut-être ne voulait-il tout simplement ne pas perdre de temps. En entrant dans le cockpit, il pose la question suivante très distinctement entendue dans les enregistrements. « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» À ce moment-là, l'incidence de l'avion est de 40 degrés, ce qui est déjà beaucoup trop. Malheureusement pour tenter de redresser l'avion qui plonge à grande vitesse vers l'océan Atlantique. Techniquement, l'incidence mesurée est si importante que les vitesses affichées, erronées bien sûr, deviennent trop faibles et invalides pour le système anti-décrochage. Les spécialistes devinent que là, l'avion est perdu. À 2h12:13, le copilote de gauche interroge le commandant de bord. « Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que tu en penses ?» La réponse du commandant de bord peut apparaître laconique. « Là, je ne sais pas. Ça descend. » Mais gardons aussi à l'esprit qu'il y avait un fort stress qui régnait à ce moment-là dans le cockpit. Lorsque les pilotes arrêtent de tirer sur le manche de l'avion, la vitesse mesurée augmente mécaniquement et dans des proportions insuffisantes pour contrer le décrochage. Mais étant reconnue par le logiciel d'alarme, elle provoque, à nouveau, l'annonce de décrochage. C'est une situation qui semble sans fin. Logiquement, cela ne les encourage probablement pas à pousser sur le manche. Le décrochage continue malheureusement, et l'équipage s'aperçoit enfin de la perte d'altitude. Mais toutes les conversations enregistrées montrent que les pilotes n'envisagent pas qu'ils puissent être en décrochage et n'entreprennent rien pour en sortir. Notons à ce stade l'existence de plusieurs appels émanant de la cabine passager, appels très probablement émis par un des 9 personnels navigants, pour savoir ce qui se passe. Mais l'équipage est bien trop occupé par la criticité de la situation pour lui répondre. À 2h13:40, heure UTC soit heure GMT plus 2,
Le copilote qui a toujours les commandes initiales commence enfin à pousser sur le manche, au lieu de tirer comme il le faisait depuis un long moment. L'avion se trouve alors à une altitude de 9000 pieds, soit à peine 2700 mètres au-dessus des flots. Visiblement, il semble régner une certaine mésentente entre les trois hommes dans le cockpit. Ils sont nerveux, cela est un fait avéré. Dépassés, cela n'est qu'une hypothèse du travail. C'est en tout cas ce que révéleront les enregistrements. Il est inutile de préciser qu'ils ont fait l'objet de très nombreuses écoutes, patiemment décortiquées et étudiées presque mot à mot. À 2h14 et 5 secondes, heure UTC soit heure GMT plus 2, le commandant de bord ajoutera « Attention, tu cabres là !» L'avion n'est plus qu'à 4000 pieds, d'altitude soit 1200 mètres à peine. À 2h14 et 17 secondes, les alarmes taux de descente anormal et tirée se déclenchent. Elles indiquent sans ambiguïté la proximité de l'océan qui se rapproche très vite. L'altitude indiquée n'est que de 2140 pieds, soit à peine 560 mètres. Il faudrait un miracle pour rehausser cet avion. Les derniers propos échangés entre le commandant de bord qui dit « Allez, tire !» et le copilote à gauche qui répond dans la foulée « Allez, on tire, on tire, on tire !» resteront sans effet. C'est trop tard. À 2h14 et 26 secondes, le mini-manche de commande gauche est positionné, à piquer, alors que celui de droite est embuté, à cabrer. On est à 10 degrés d'assiette. Très peu de temps après, l'appareil se désintégrera à la surface des flots, sans que l'équipage ait pu réagir. En effet, c'est à 2h14 et 28 secondes, heure UTC soit heure GMT plus 2, que l'avion heurtera violemment la surface de l'eau et se désintégrera totalement. Instantanément, tous les enregistrements s'arrêtent de fonctionner, les alarmes d'émettre. La vitesse horizontale au sol mesurée est de 107 nœuds, soit 198 km/h. Quant à la vitesse verticale, de 10 912 pieds minute, soit 200 km/h. Le tout converti donne une vitesse de 281 km/h au moment de l'impact, à un angle de pénétration dans l'eau de 45 degrés, suivant un cap à 270 degrés. C'étaient là les pires conditions. Les toutes dernières valeurs mémorisées par les enregistreurs de vol font état d'une assiette de 16,2 degrés à cabrer, d'un roulis de 5,3 degrés à gauche, d'une vitesse horizontale de 107 nœuds, soit 198 km/h et une vitesse verticale de moins de 10 912 pieds minute, soit moins 3226 mètres minute, correspondant à 193 km/h. Par déduction, en analysant toutes ces données qui sont toutes malheureusement cohérentes entre elles, on comprend bien que l'avion a bien plongé de pied vers l'océan Atlantique, tout en continuant à voler. De fait, l'incident à bord et l'explosion inopinée due à une bombe sont exclus. Reprenons pour un instant encore sur la chronologie des dates et lieux du drame, pour amorcer la phase des enquêtes. Le 1er juin 2009, le lundi de Pentecôte, vers 9h, plusieurs dizaines de personnes sont venues attendre des proches ou des amis à l'arrivée du vol Rio-Paris, à l'aérogare de Roissy-Charles de Gaulle. C'est un lundi, férié de surcroît. Les transports en commun ont des délais allongés et vers Paris, les taxis restent quelquefois aléatoires. Alors, pour gagner du temps, pour profiter de ses proches, on se fait donc récupérer. Il n'y a là rien d'anormal, si ce n'est qu'il y a tout ce monde qui s'impatiente et commence même à trouver le temps un peu long. On attend, on ne sait pas grand-chose encore. C'est bizarre, il n'en faut pas plus pour créer un début de panique et, très vite, d'affolement. Dans un premier temps, Aéroport de Paris, en liaison avec la compagnie Air France, annonce que l'avion a du retard. Il a effectivement pu décoller avec du retard, pour tout un tas de raisons. Cela reste possible. Mais au fil de la matinée, les heures passent et s'ajoutent à celles déjà écoulées. Vers midi, on sent qu'il y a un problème. Le retard est de 3 heures.
On téléphone, on se renseigne, on échafaude des hypothèses. Des passagers débrouillards apprendront par eux-mêmes que l'avion est bien parti à l'heure, car au départ comme à l'arrivée, certains passagers étaient accompagnés. À l'heure du téléphone portable et d'Internet, on ne peut plus rien cacher aux proches qui sont angoissés et attendent des informations fiables. Air France se résout finalement à communiquer sur les circonstances supposées de la disparition de l'avion. Car, à Air France, on sait, probablement depuis la fin de la nuit, que le vol AF447 n'a plus donné de nouvelles, après 1h35, heure UTC, soit heure GMT plus 2. Qu'il n'a jamais pris contact en arrivant sur le continent européen avec le contrôle aérien international, que ce soit aux Açores, puis en Europe et à factiori en France. On apprend très vite aussi, avec force certitude, qu'il n'a pas non plus opéré un demi-tour pour rejoindre l'un des aéroports de la côte brésilienne, zone terrestre la plus proche au moment supposé de sa disparition. On craint le pire, mais on ne sait encore comment l'annoncer aux proches, présents à Roissy et dont le nombre a d'ailleurs, au fil des heures, sensiblement augmenté. Les médias aussi font le siège de la compagnie aérienne, des bureaux d'aéroports de Paris et du hall de l'aérogare de Roissy-Charles de Gaulle. En cours d'après-midi, Air France annoncera la terrible nouvelle, tout en disant que les recherches intensives sont en cours. Peu de temps après, les autorités françaises nommeront un ambassadeur auprès des proches des victimes. Son rôle sera celui d'être l'interface entre la compagnie aérienne et les proches. Dans toutes les démarches et difficultés inhérentes à ce drame, tant pour les ressortissants nationaux que les victimes étrangères. En effet, la chute de l'avion a été très rapide, car elle n'a duré en tout que 3 minutes et 30 secondes. Pendant tout ce temps-là, l'avion est resté en situation de décrochage avec une assiette de 16 degrés et une incidence comprenant l'angle par rapport à un plan horizontal toujours supérieur à 35 degrés. Les moteurs fonctionnaient normalement et répondaient aux commandes de l'équipage. Les 228 occupants de l'avion ont très certainement tous été tués sur le coup. On ne sait pas avec certitude si certains ont pu se rendre compte de la gravité de la situation. Toujours est-il qu'il n'y a pas, sur les enregistrements récupérés, de cris, d'affolement, de panique dans la cabine et c'est très important, jusqu'à l'impact final. À croire même qu'une partie au moins du personnel navigant, éveillé, ne s'en était pas non plus rendu compte. Notons, à titre de simple anecdote malheureusement, la présence à bord de plusieurs hommes politiques de plusieurs pays, de plusieurs autres hommes d'affaires représentant des groupes internationaux, également de musiciens de renom, d'un nourrisson et de 7 enfants en bas âge. Nous avions déjà mentionné la présence de la nouvelle compagne du commandant de bord, Isabelle, l'épouse de l'un des copilotes. Les autopsies pratiquées ultérieurement sur les 104 corps repêchés en mer démontrent toutes des polytraumatismes sévères et ne font pas état de signes de noyade ou de traces d'incendie. Les passagers n'étaient pas non plus attachés sur leurs sièges respectifs avec leur ceinture de sécurité individuelle, ce qui démontre une situation normale en cabine où aucune alerte préventive n'avait été diffusée par le personnel navigant. Les 104 corps repêchés au final en mer ont tous pu être identifiés par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN, par le biais de son unité nationale d'identification de victimes de catastrophes, puis remis ensuite à leurs familles respectives. C'est là un long travail, souvent ingrat et délicat, de prélèvement d'ADN, de comparaisons diverses de divers éléments d'identification, tels que la dentition, des fractures éventuelles, les tatouages ou marques caractéristiques. On sait aussi que les corps retrouvés étaient ceux de passagers répartis tout au long du fuselage de l'avion, tant dans la cabine affaires avant de 40 sièges que dans la partie voyageurs, plus grande située aux 2 tiers arrière. Il n'y a donc pas eu d'impact précis à un endroit donné, mais bien un impact général disloquant totalement l'appareil.
Dès la disparition confirmée de l'avion, ce qui intervient dans la journée même du lundi 1er juin 2009, jour férié mais non chômé, comme nous l'avons dit, 2 enquêtes sont ouvertes par le parquet de Paris. L'enquête judiciaire, confiée à la gendarmerie des transports aériens, la GTA, au travers de plusieurs de ses unités spécialisées qui concourront à la manifestation de la vérité dans une situation d'accident plutôt complexe et polyforme. Un juge d'instruction sera nommé dès le 5 juin 2009 et il ouvrira sans tarder une information judiciaire pour homicide involontaire. L'enquête technique, confiée d'entrée de jeu au bureau enquête et analyse français, le BEA, compétent parce que l'avion était français. D'entrée de jeu, on sait qu'elle sera longue, complexe, émaillée de difficultés en tout genre. On sait à peu près où l'avion a disparu, mais parallèlement, on sait aussi que les lieux sont profonds, atteignant par endroits sur la dorsale médio-atlantique 3900 mètres et animés de forts courants marins. N'oublions pas que nous sommes dans l'Atlantique Sud et qu'elle n'est pas une mer tranquille. Comme dans tous les accidents aériens, le numéro de vol, en l'occurrence ici le numéro AF447, ne sera plus jamais réutilisé par la compagnie aérienne nationale. Il deviendra très rapidement le vol AF445. Les gros morceaux de l'avion coulent rapidement dans la zone des hauts fonds où a eu lieu l'impact. Tous les autres débris moins denses se répartirent très largement sur un alignement de plusieurs centaines de mètres, sur un axe directionnel ouest-sud-ouest, sauf un morceau de fuselage non désintégré de 7 mètres qui gisait 2,5 km plus loin. La grande profondeur et l'incertitude du lieu du crash n'ont pas permis de retrouver immédiatement durant la période où elle émettait un signal ultrason les 2 boîtes noires de l'appareil, afin de les localiser. Notons que ces balises ultrasonores ont une autonomie d'une durée maximum d'une 30aine de jours à compter de leur immersion. Or, les recherches entreprises pour retrouver la carcasse de l'appareil et les 2 boîtes noires ont duré près de 2 ans et ont nécessité la mise en œuvre de moyens aériens, maritimes et sous-marins très importants. Finalement, l'épave et les 2 boîtes noires ne seront retrouvées qu'au printemps 2011, dont 2 ans après l'accident, grâce à un robot sous-marin à la position suivante, 3 degrés 3 minutes 9 secondes nord et 30 degrés 33 minutes et 78 secondes ouest. Les données contenues dans les 2 boîtes noires pourront en être extraites à compter du 16 mai 2011 et seront scrupuleusement analysées. Il apparaît que la compagnie nationale Air France a très vite su que le problème pouvait être lié à des anomalies quant au fonctionnement des sondes pilotes. L'information vient des messages automatiques dits messages à quart, émis dès 2h11, heure UTC, soit heure GMT plus 2. Je vous laisse en compagnie de Sissi True Crime pour la suite de cette affaire. Bonjour à tous et à toutes, et nous allons voir maintenant les pistes qui ont été envisagées pour cette catastrophe. Plusieurs pistes initialement envisagées comme la foudre, une attaque terroriste ou une panne générale du système électrique ont vite été abandonnées par manque de cohérence et de preuves fiables. On en revient donc à l'hypothèse des sondes Pitot qui auraient été défaillantes. En effet, depuis quelque temps, mais l'enquête devra s'attacher à fixer précisément ce temps, les sondes Pitot ont été signalées comme pouvant ponctuellement être défaillantes, notamment par une action de givrage, tant par le constructeur même des sondes, la société Thales, que le constructeur aéronautique Airbus. Le 4 octobre 2009, 3 mois après le crash, le syndicat des pilotes d'Air France prend position et indique que les sondes Pitot ont joué un rôle déterminant dans le crash du vol AF447 Rio-Paris. Et si leur changement était intervenu plus tôt, l'accident aurait sans doute pu être évité. C'est brutal, mais c'est dit. En effet, retenons que dès 2006, le constructeur de ces sondes Pitot, la société Thales, avait communiqué sur la perte éventuelle des indicateurs de vitesse, d'incidence et d'altitude en cas de givrage de ces sondes, perte qui serait dès lors dramatique. L'information est importante. Pour être tout à fait complet,
Ajoutons encore que quelques mois plus tard, dans la nuit du 29 au 30 novembre 2009, un autre A330-200 d'Air France qui effectuait le même vol, renuméroté comme nous l'avons dit plus haut en vol AF445 entre Rio et Paris, a lui aussi rencontré des problèmes météorologiques sévères et de très fortes turbulences au-dessus de l'océan Atlantique. L'équipage, n'ayant pu joindre le contrôle aérien, a dû, après l'émission d'un message radio d'urgence, amorcer d'initiative une descente pour rejoindre un niveau de vol nettement moins turbulent. Après une demi-heure de turbulences fortes puis modérées, le vol a pu se poursuivre normalement. Plus tard, au mois de mars 2011, le juge d'instruction, au vu des premiers résultats des investigations techniques menées, décide de mettre en examen le conducteur aéronautique Airbus et la compagnie aérienne nationale Air France pour homicide involontaire. Tout le débat va tourner autour du changement de ces sondes. Était-il simplement recommandé? Avait-il été préconisé? Y avait-il un caractère obligatoire à ce changement? Y avait-il un vrai risque pour les avions continuant à voler ainsi? Le 27 mai 2011, le Bureau Enquête et Analyse, le BEA, publie une première note d'information dans laquelle apparaissent les premiers éléments factuels sur le déroulement des événements tragiques qui ont concouru à la perte de l'avion. Cette note s'appuie notamment sur les premières écoutes enregistrées et l'analyse de tous les signaux d'alerte émis et transmis. Les premiers éléments techniques apparaissent vite et semblent accablants. L'événement initial durant le vol et qui a entraîné toutes les réactions inappropriées de l'équipage concernait la perte des indications de la vitesse de l'appareil par rapport à l'air environnant fourni par les sondes pitot. Cette valeur conditionne la performance de vol de l'avion et il est difficile de lui substituer une autre mesure de vitesse, telle celle fournie par l'équipement GPS, en raison de la différence importante entre les deux valeurs qui peut résulter de l'action du vent ou des courants. Cette anomalie de mesure semble avoir été détectée par le système de gestion de vol. En tout cas, le désengagement du pilote automatique et de l'automanette a été mémorisé par les enregistreurs de vol, avec pour conséquence un passage en pilotage manuel. Faute de disposer des informations de vitesse fiables et indispensables pour assurer certains calculs, le système de gestion de vol est passé de la loi dite normale, sans incidence, à la loi dite alternate 2, différente et coercitive, qui n'assure qu'un degré restreint de protection de l'avion par rapport aux évolutions demandées par le pilote ou aux modifications de l'altitude de l'appareil provoquées par des perturbations extérieures. Quelques secondes après ce passage en pilotage manuel et l'annonce faite par le pilote qui prenait le contrôle de l'appareil, une action à cabrer a été mémorisée par les enregistreurs de vol. À la suite de cette commande, l'avion est monté jusqu'à une altitude de 38 000 pieds, soit 11 582 mètres, mais reprécisons-le, avec une assiette finale conséquente de l'ordre de 16 degrés. De fait, l'alarme de décrochage s'est déclenchée et l'avion a été effectivement amené à décrocher. Les commandes initiées par le copilote qui ont suivi ont été majoritairement à cabrer et le plan horizontal réglable a réagi à ces commandes en passant en 1 minute environ d'une position initiale à 3 degrés à cabrer à une position à 13 degrés à cabrer beaucoup plus incidente qui n'a quasiment plus varié jusqu'à l'impact. Cette position était malheureusement de nature à contribuer très largement au maintien de la situation de décrochage de l'avion. C'est ce qui est arrivé. Toujours suivant l'enquête très technique et l'écoute et l'analyse des enregistrements des 2 boîtes noires finalement récupérées, les raisons pour lesquelles l'équipage a perdu le contrôle de l'avion ne sont pas très claires. En effet, quand le copilote remplaçant du commandant de bord qui va s'absenter prend les commandes, il n'indiqua pas à l'autre copilote assis à sa gauche ce qu'il s'apprêtait à faire, c'est-à-dire de cabrer fortement l'avion. Les données collectées ne permettent malheureusement pas de comprendre avec précision quels sont les éléments objectifs qui ont motivé une telle commande initiale à cabrer. Cette commande a provoqué une augmentation de l'altitude de l'avion au détriment de sa vitesse initiale
ainsi qu'une augmentation significative de l'évidence qui, elle, a entraîné et maintenu le décrochage. S'est-il rendu compte de la situation exacte? Avait-il tous les éléments pour raisonner? Était-il trop fatigué? Car la polémique est là aussi, et elle enfle vite. Ni le commandant de bord, ni le copilote aux manettes au moment du crash ne se sont reposés suffisamment avant le vol de nuit, semble-t-il. Les discussions enregistrées les trahiront. Elles seront sans appel. Le commandant de bord faisait en effet visiter la ville à sa nouvelle compagne et n'aurait dormi en tout et pour tout qu'une petite heure avant le décollage. Il en est de même, semble-t-il, pour le copilote qui s'était fait accompagner par son épouse. Lien direct ou pas dans la prise de décision et la clarté des idées au moment de prendre justement ces décisions cruciales, ils avaient tous deux un déficit évident de sommeil. Déficit nettement ressenti et observé lors de l'écoute et de l'analyse par les spécialistes du comportement et du sommeil. Il semblerait que l'état d'esprit général était plutôt festif et non professionnel, ce que confirmeront les enregistrements audio. Un troisième rapport intermédiaire du bureau Enquête et Analyse, le BEA, est rendu public le 29 juillet 2011. On est 2 ans et 2 mois après le drame. Selon ce rapport, de nouveaux faits ont encore été établis, en plus de ceux déjà mentionnés dans les 2 rapports d'étape précédents, notamment. Les 2 copilotes n'avaient pas reçu d'entraînement spécifique à haute altitude à la procédure spécifique dite IAS, autrement dit vitesse indiquée douteuse et au pilotage manuel. Bien qu'ayant identifié et annoncé la perte des indications de vitesse, aucun des 2 copilotes n'appelait la procédure IAS douteuse, ce qui est pourtant recommandé et protocolarisé. En moins d'1 minute après le désengagement du pilote automatique, l'avion est sorti de son domaine de vol à la suite d'actions de pilotage manuel successifs et majoritairement accabrées, toutes permises par le passage des commandes de vol en loi Alternate 2 déjà citée ci-dessus. Aucune annonce standard concernant les écarts d'assiette et de vitesse verticale n'a été faite. Bien que l'altitude maximale aurait dû être une préoccupation permanente avant la déconnexion du pilote automatique, aucun des 2 copilotes n'y a fait référence quand l'avion a atteint cette limite à la suite des actions manuelles du pilote en fonction. L'approche du décrochage a été caractérisée par l'activation de l'alarme, puis l'apparition de vibrations caractéristiques au niveau des ailes de l'avion. L'un des copilotes a fait référence dans les enregistrements à l'alarme de décrochage en demandant de quoi il s'agissait, mais aucun des autres membres d'équipage n'avait formellement identifié la situation de décrochage, pas même le commandant de bord. Plusieurs actions à appliquer provoquèrent une forte diminution de l'assiette et de l'incidence, dont les valeurs redevenaient alors valides, de telle sorte qu'une action franche appliquée se traduisait par la réactivation de l'alarme de décrochage. Il semble en outre que les pilotes réagissent alors par une action accabrée dont les conséquences étaient une augmentation de l'incidence, une diminution des vitesses mesurées en dehors du domaine de vol et donc non gérées par le système. Aucun des 2 copilotes n'avait formellement identifié la situation de décrochage évidente dans laquelle se trouvait l'avion, ni à travers l'alarme sonore, ni par la reconnaissance des fortes vibrations, ni non plus par l'interprétation des valeurs élevées de vitesse verticale et de l'assiette. Malgré plusieurs références à l'altitude qui diminuait, aucun des 3 membres d'équipage n'avait semblé être en mesure de déterminer à quelles informations il fallait maintenant se fier. Car les valeurs d'assiette, de roulis et de poussée qui leur étaient communiquées, mais sans doute erronées, pouvaient leur paraître incohérentes avec les valeurs de vitesse verticale et d'altitude. Et c'est 1 an plus tard, soit 3 ans après les faits, que le BEA rend son rapport final. Sans surprise, ce document confirme les conclusions des rapports préliminaires et intermédiaires et présente des détails supplémentaires ainsi que des recommandations relatives à l'amélioration de la sécurité en vol. Selon ce rapport détaillé, l'accident résulte de la succession d'événements suivants. Existence d'une incompatibilité temporaire entre les mesures de vitesse de l'avion par rapport à l'air
vraisemblablement à la suite de l'obstruction des sondes Pitot. Ces sondes de Pitot auraient été obstruées par des cristaux de glace. La principale conséquence de cet événement a été la déconnexion du pilote automatique ainsi que la sélection d'une loi de commande de vol électrique dégradée, la loi Alternate 2. L'absence de réaction appropriée de l'équipage à la perte des informations inappropriées du copilote aux commandes sur les commandes de l'avion qui ont provoqué la sortie de l'appareil de son domaine de vol de vitesse indiquée en dépit de l'existence d'une procédure censée être appliquée dans ce cas précis. L'identification tardive par le deuxième copilote nomme encore aux manettes de l'altération de la trajectoire résultant des commandes effectuées par son collègue aux manettes et mauvaise évaluation de l'amplitude et des conséquences de ces commandes. Une absence d'identification de l'approche du décrochage et absence de réaction appropriée lors de l'annonce du décrochage provoquant à terme la sortie de l'avion de son domaine de vol et sa quasi certaine non-récupération. Absence persistante d'identification par l'équipage d'une situation de décrochage établie et évident, avec pour conséquent l'absence d'action appropriée sur les commandes pour reprendre le contrôle de l'appareil. Ces événements cumulés et analysés ensemble peuvent trouver leur explication dans une combinaison des facteurs suivants. Les critères de réaction des différents membres de l'équipage qui n'ont à aucun moment de la fin du vol permis d'appliquer à l'événement de perte de la vitesse indiquée la procédure appropriée afin de gérer correctement cet incident, de prendre correctement en compte le fait que le givrage des sondes de Pitot pouvait se produire et d'anticiper ses conséquences, de réagir de manière appropriée à la situation connue sous le nom vol avec IAS douteuse, vol avec vitesse indiquée discutable, faute d'avoir reçu la formation adaptée à cette situation. Le partage des tâches qui a été rendu inefficace par l'incompréhension de la mauvaise réception des données fournies par les sondes. L'absence de réaction à l'alarme de décrochage qui peut avoir été induite par la mauvaise compréhension des signaux sonores imputable au manque de sensibilisation lors des formations au phénomène de décrochage, aux alarmes de décrochage et aux vibrations de type buffet. L'apparition en tout début d'événement d'avertissements transitoires qui pouvaient être considérés comme parasites mais qui néanmoins méritaient d'être analysés. L'absence de toute information visuelle permettant de confirmer l'approche du décrochage une fois les indications de vitesse perdues. Il y avait également les problèmes des indications du directeur de vol qui pouvaient conduire l'équipage à penser que ses actions sur les commandes étaient appropriées alors même qu'elles ne l'étaient pas. La mauvaise adaptation à l'appauvrissement de la supervision des commandes, particulièrement nette en cas d'incidence excessive. En janvier 2012, plusieurs parties civiles demandent que l'intégralité des enregistrements, notamment les paramètres FDR, soit les Flying Data Records, autrement dit les données de vol, soient versés à la procédure, ce qui n'avait pas encore été fait. En 2017, un rapport judiciaire a mis l'accent sur les actions inadaptées en pilotage manuel de l'équipage, mais il indiquait ceci. L'accident de l'Airbus A330-200 du vol AF447 s'explique manifestement par une conjonction d'éléments qui ne s'étaient jamais produits et qui a donc mis en évidence des dangers qui n'avaient pu être perçus avant. Il concluait ainsi que l'investigation menée n'a pas conduit à caractériser un manquement fautif des sociétés Airbus et Air France en lien avec les fautes de pilotage à l'origine de l'accident, même s'il semble acquis maintenant qu'Airbus aurait été au courant des problèmes récurrents liés aux sondes dites Pitot dès l'année 2004, selon un rapport tardif remis à la justice le 8 août 2019. Le 29 août 2019, les juges d'instruction décident de prononcer un non-lieu général dans cette affaire. En effet, pour les magistrats instructeurs, l'accident est dû à une faute de pilotage et exclut toute autre cause. Les avocats des familles des victimes présentent dès lors un recours auprès de la chambre de l'instruction.
Et finalement, c'est le 12 mai 2021 que la Cour d'appel de Paris ordonne le renvoi de la compagnie aérienne Airbus et de la société Airbus devant le tribunal judiciaire de Paris. Fin août 2021, la Cour de cassation rejette les pourvois formulés par la compagnie aérienne Air France et la société Airbus. Air France et Airbus étant renvoyés devant le tribunal judiciaire pour homicide involontaire, le procès commence le 10 octobre 2022 par les interventions des représentants des deux prévenus et les dispositions de nombreux experts cités. Le 7 décembre 2022, en conclusion d'un non-réquisitoire, le parquet de Paris affirme ne pas être en mesure de requérir une condamnation à l'égard des deux prévenus, la compagnie aérienne Airbus et la société Air France, suscitant ainsi des réactions très vives de toutes les parties civiles. La dernière audience s'achève le 8 décembre 2022 et le jugement est mis en délibéré au 17 avril 2023. La décision du tribunal correctionnel est rendue le 17 avril 2023 et confirme qu'aucune des deux entreprises prévenues, la compagnie aérienne Air France et la société Airbus, n'est pénalement sanctionnée. Elles sont donc relaxées et de fait, toute la responsabilité de l'accident repose donc sur l'équipage. Mais quelques jours plus tard, nouveau et peut-être ultime rebondissement dans cette affaire, le parquet de Paris fait appel de ce jugement. Il y aura donc à l'avenir un nouveau procès. Et maintenant, nous allons comprendre la chronologie postérieure à l'accident lui-même. Le mercredi 3 juin 2009, une cérémonie religieuse à la mémoire des 228 victimes est organisée sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le même 3 juin 2009, le BEA déclare en conférence de presse être raisonnablement pessimiste quant à la localisation exacte des boîtes noires ainsi que leur récupération. Le samedi 6 juin 2009, l'armée brésilienne annonça avoir repêché des corps en mer. Il s'agit de 2 corps de sexe masculin et des fragments de débris dont un billet de vol Air France trouvé dans une mallette ainsi qu'un siège bleu appartenant à l'Airbus A330 d'Air France, 7 opérant le vol AF 447. Le 28 juin 2009, la marine brésilienne organisera à bord de la frégate Bozizio, au profit des familles de victimes, une cérémonie œcuménique en mer, non loin de la zone estimée du crash. Le 12 septembre 2009, l'association Entraide et Solidarité AF 447 est créée pour venir en aide aux proches des victimes et pour entretenir leur mémoire. Elle se portera partie civile aux procès à venir. Le 7 novembre 2009, les familles des victimes qui le souhaitent ont toutes pu se retrouver à Rio de Janeiro, au Brésil, pour rendre un vibrant hommage aux disparus et inaugurer une stèle commémorative dressée à leur mémoire. Le matin du 1er juin 2010, un an après le drame, une cérémonie est organisée par la compagnie aérienne Air France dans une salle de conférence du Parc Floral de Paris en présence de Pierre-Henri Bourgeon, directeur général d'Air France, de Dominique Bussereau, secrétaire d'État au transport, et de Jean-Paul Troadec, directeur du bureau d'enquête et analyse, le BEA. Ce même jour, dans l'après-midi, une stèle est dévoilée au cimetière du Père-Lachaise en présence de très nombreuses familles des victimes. Le matin du 1er juin 2011, une cérémonie privée organisée par la compagnie aérienne Air France rend hommage au personnel d'équipage décédé dans la catastrophe. Plus tard dans la journée, une cérémonie devant la stèle au cimetière du Père-Lachaise est organisée en présence de nombreuses familles des victimes, de Pierre-Henri Bourgeon, directeur général d'Air France, et de Jean-Cyril Spinetta, président du conseil d'administration d'Air France KLM. Le 1er juin 2016, Madame Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, participe à l'hommage aux victimes devant la stèle à Paris. Le 1er juin 2019, pour les 10 ans de la catastrophe, le consul général de France à Rio de Janeiro, au Brésil, Jean-Paul Guillaumet, s'est rendu au parc Penasco pour rendre hommage aux victimes. Le même jour, une autre cérémonie commémorative s'est tenue au cimetière du Père-Lachaise à Paris.
De très nombreux experts plus ou moins qualifiés, ayant plus ou moins d'autorité et de compétences, s'exprimeront sur ce drame. Reconnaissons-leur l'envie d'expliquer, de préciser, de témoigner. Des reportages télévisés, de courts films, des interviews plus ou moins heureux viendront également enrichir le débat, mais aussi le polluer, surtout avant de prononcer d'un jugement. Ce n'est guère habituel et les faits mêmes se reproduiront avec à peu près les mêmes effets, notre société d'information immédiate et superfétatoire obligeant sans doute. C'est la fin de cette vidéo. Merci à CC True Crime pour cette collaboration. On vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.